On est le 2 mai 1957. Frank Costello, le chef de la famille criminelle génovaise de New York, allait entrer dans le hall d'un immeuble près de Central Park après être rentré d'un dîner avec sa femme. Il sortit de son taxi et commença à marcher vers l'entrée principale quand une Cadillac noire s'arrêta silencieusement à côté de lui. Alors qu'il approchait de la porte, un grand homme d'environ 1,80 m apparut derrière lui, armé d'une arme à feu. L'homme cria en direction de Costello, et lorsque celui-ci se retourna pour voir ce qui se passait, bam! Nous sommes le 28 mars 1928. Yolanda Scotto Gigante, une couturière vivant à New York et émigrée de Naples, donne naissance à son fils Vincent. Le père de Vincent, Salvatore, était également un immigré de Naples, exerçant le métier d'horloger. Vincent était l'un des 5 fils d'une famille pauvre, 3 de ses frères le rejoignant plus tard dans le crime organisé, tandis que son frère Louis, né en 1932, devint prêtre catholique dans le South Bronx. Enfant, la mère de Vincent l'appelait souvent par Cinzino, un surnom affectueux dérivé de l'équivalent italien de Vincent ou Vincenzo. Mais il adopterait un nouveau surnom, The Chin, en raison de ce diminutif. Il fut diplômé de l'école publique numéro 3, un établissement situé dans le district ouest de Manhattan, avant de poursuivre ses études au lycée Bayard Rustin Complex, qu'il finit par abandonner. Après avoir quitté le lycée, Gigante devint boxeur dans la catégorie des poids lourds légers juniors, une classe de boxe se situant entre 76 et 80 kg. Il commença sa carrière en 1944, à l'âge de 16 ans, et celle-ci dura 3 ans. C'est durant cette période que son surnom The Chin prit forme. En tant que boxeur, Gigante remporta 21 de ses 25 combats, le premier ayant eu lieu en juillet 1944 dans le New Jersey. Cependant, alors qu'il développait sa carrière de boxeur, il se retrouva confronté à des difficultés financières pour payer une opération dont sa mère avait désespérément besoin. Il lui fallait un prêt et il devait trouver quelqu'un prêt à l'aider. C'est alors qu'il rencontra Vito Genovese. Vito Genovese est né en novembre 1897 à Nesigliano, Naples, en Italie. En 1913, à l'âge de 15 ans, sa famille émigra aux États-Unis, s'installant dans Little Italy, à Manhattan. À son arrivée aux États-Unis, il se lança dans une carrière criminelle qui lui valut sa première arrestation à 19 ans. La police l'ayant surpris en possession d'une arme à feu illégale, il écopa d'une peine d'1 an de prison. Dans les années 1920, Genovese trouva un emploi sous la direction de Giuseppe Masseria, son aîné de 11 ans. À cette époque, Masseria dirigeait un gang de rue local qui jetterait les bases de la future famille du crime Genovese. Sous la direction de Masseria, le jeune Vito apprit l'art du trafic d'alcool avec Arnold Rothstein, un maître du jeu et chef de la mafia. Grâce à l'aide de ce dernier, Vito Genovese, Charles Lucky Luciano et Frank Costello lancèrent une opération locale de contrebande d'alcool. Peu de temps après, Genovese commit son premier meurtre le 26 février 1930, éliminant un criminel local. À cette époque, Masseria devint méfiant envers l'un de ses alliés, un gangster du Bronx nommé Gaetano Rena. Il soupçonnait Rena de travailler avec Salvatore Maranzano, le chef de la future famille Bonanno et le plus grand rival de Masseria. En conséquence, il aurait ordonné à Genovese de l'éliminer alors que celui-ci quittait la maison de sa maîtresse dans le Bronx. C'est alors que le conflit entre Masseria et Maranzano éclata. En 1931, Luciano conclut un accord secret avec Maranzano. En échange du poste de second et du contrôle de toutes les anciennes activités de Masseria, Luciano accepta d'éliminer son ancien patron. Le 15 avril 1931, Luciano et Masseria jouaient aux cartes à Coney Island. À un moment donné de leur partie, Luciano s'excusa pour aller aux toilettes. Pendant son absence, un groupe de tueurs, dont Genovese faisait partie, entra dans le restaurant et élimina Masseria. Luciano devint le nouveau patron et nomma Genovese comme son sous-chef et Frank Costello comme son consiglière. Maranzano réunit alors les plus grands gangs de New York et les organisa en 5 familles régionales, nommant des chefs pour chacune. Ces hommes étaient Maranzano lui-même, Luciano, Joe Profaci, Tommy Gagliano et Vincent Mangano.
Il structura chaque famille avec un chef, un sous-chef, plusieurs capitaines et des soldats travaillant sous les ordres de ces capitaines. Cependant, Maranzano était un homme avide et arrogant, se déclarant chef des chefs. Il comparait souvent son organisation criminelle à la structure de l'Empire romain et s'opposait à l'association de Luciano avec des gangsters juifs comme Meyer Lansky et Boxy Siegel. En 1931, Maranzano décida qu'il devait éliminer Luciano, car celui-ci était devenu une menace pour son organisation. Alors, il engagea un tueur à gages irlandais pour faire le travail. Cependant, Tommy Lucchese divulgua l'information à Luciano et Genovese. En conséquence, les deux hommes organisèrent la mort de leur nouveau patron. Well, I left the cotton fields, dripping with the dew. Le 10 septembre 1931, Maranzano convoqua Luciano, Genovese et Costello à une réunion dans son bureau, situé dans le Hemsley Building. Sachant très bien qu'il marchait vers sa perte, Luciano engagea 4 de ses associés juifs, inconnus de Maranzano, pour l'éliminer. Avant que la réunion ne commence, 2 de ces gangsters se firent passer pour des agents du gouvernement et désarmèrent les gardes du corps de Maranzano. Les 2 autres entrèrent alors dans le bureau et exécutèrent le patron. Lord, I'm lost in the wilderness, no sweet surprise. Walking these streets, feel like a ghost that's plain to see. No Une fois Maranzano mort, Luciano rassembla la commission américaine qui allait établir un organe de gouvernance pour la mafia. Et il abolit également le titre de chef des chefs. Lord, set my spirit free. Maintenant revenons à Gigante. Genovese apprit la situation de la mère de Gigante et offrit de payer pour son opération. En conséquence, Vincent devint rapidement un protégé loyal du chef mafieux. À l'âge de 17 ans, il était devenu un criminel à part entière et fut arrêté 7 fois au cours des 8 années suivantes. Ses accusations allaient du vol à l'incendie criminel, bien que la plupart aient été rejetées. En réalité, la plus longue période qu'il passa en prison ne fut que de 60 jours. En 1950, à l'âge de 22 ans, Gigante épousa une femme nommée Olympia Grippa, et le couple eut 5 enfants pendant leur mariage. Vincent aimait tellement le nom Olympia qu'il prit une maîtresse portant le même prénom. Alors que lui et sa femme possédaient une maison à Old Tappan, dans le New Jersey, il en possédait une autre avec sa maîtresse à East Manhattan, où ils eurent 3 enfants ensemble. Cependant, durant la fin des années 1940 et les années 1950, Genovese entra en conflit avec ses anciens alliés, Luciano et Costello, ce qui déclencha une violente confrontation entre eux. Why did you want to be an American citizen? Why? Because I love this country. Have you always upheld the Constitution and the laws of your state and nation? I believe I have. Have you ever offered your services to any war effort of this country? No. Bearing in mind all that you have gained and received in wealth, what have you ever done for your country as a good citizen? Well, I don't know what you claim, what you mean by that. Well, you're looking back over the years now to that time when you became a citizen, and we're now standing 20-odd years after that. You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. Whatever she desires, she'll take it, no denier. A glance, a smile, you're hooked, it's true. She's coming and she's after you. She's got you in her sights. There's no use in a fight. Après être devenu le conciliaire de la famille de Luciano, Frank Costello se fit un nom en tant que l'un des plus grands générateurs de revenus. Il contrôlait les raquets des machines à sous de la famille, qui rapportaient des millions chaque année. Travaillant aux côtés de Dandy Phil Castell, Costello installa plus de 25 000 machines à sous à travers New York City, ce qui lui rapporta des millions de dollars. Cependant, en 1934, le maire de la ville, Fiorello LaGuardia,
ordonna à la police de saisir des milliers de ces machines et de les jeter dans la rivière. En conséquence, Costello décida de collaborer avec le gouverneur populiste de la Louisiane, Huey Long, qui offrit aux gangsters l'opportunité d'exploiter des machines à sous dans son état en échange de 10% des bénéfices. Et par conséquent, Castell fut envoyé pour superviser les opérations de machines à sous, ce qui généra des millions. En 1936, Luciano fut inculpé pour avoir dirigé un réseau de prostitution clandestin surnommé la Combinaison et condamné à une peine allant de 30 à 50 ans. Bien que certains aient soutenu que son procès était truffé d'irrégularités et que les preuves présentées contre lui étaient étonnamment faibles, Luciano fut emprisonné. Depuis sa cellule, il nomma Genovese comme chef de la famille afin de gérer les affaires par son intermédiaire. Cependant, en 1937, Genovese fut inculpé pour un meurtre commis 3 ans auparavant, et il s'enfuit en Italie. Cela fit de Costello le nouveau patron de la famille. Les choses changèrent lorsque le pays entra dans l'ère de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, le gouvernement américain conclut un accord avec Luciano, craignant que des espions étrangers n'entrent aux États-Unis par New York. Comme le gouvernement savait que le front de mer de la ville était contrôlé par la famille Luciano, il n'y avait qu'un homme vers qui se tourner. L'État passa un accord avec le gangster. En échange de son aide à la marine, le gouvernement commerait sa peine. De plus, l'allié de Luciano, Albert Anastasia, promit qu'il n'y aurait plus de grève des dockers pendant la guerre. Dans ce qui fut appelé l'opération Underworld, Luciano mit le gouvernement américain en contact avec la mafia sicilienne, qui détestait alors le dirigeant Benito Mussolini. Et le 3 janvier 1946, Luciano fut libéré et expulsé en Italie, où il déclara aux médias qu'il avait l'intention d'y rester définitivement. Cependant, en octobre, le chef de gang se relocalisa secrètement à La Havane, vivant dans le quartier de Miramar. L'idée derrière la relocalisation de Luciano à La Havane était de se rapprocher de New York et de rétablir ses connexions avec Meyer Lansky, qui opérait à Cuba aux côtés d'autres gangsters. En juin de cette même année, les charges contre Genovese furent abandonnées, mais en raison de son absence, son influence dans le milieu criminel avait quelque peu diminué, ce qui allait causer plusieurs problèmes plus tard. Cette même année, Lansky organisa une réunion connue sous le nom de Conférence de La Havane, rassemblant les plus grandes figures du crime de New York. Ils prétendirent que cette réunion n'était qu'une excuse pour assister à une performance de Frank Sinatra en ville, alors qu'en réalité, c'était pour se reconnecter avec Luciano et discuter de l'état actuel du monde criminel. Pendant cet événement de 17 jours, Luciano et Genovese se rencontrèrent en privé dans la suite du Boss, où Genovese tenta de discuter de la structure de la direction de la famille. Cette suggestion irrita cependant le patron. Au début de 1947, la présence de Luciano à Cuba, qu'il n'avait pas vraiment gardée secrète, fut découverte, et il fut expulsé vers l'Italie. Là-bas, il fut emprisonné entre avril et le 11 mai, et après sa libération, il continua de s'impliquer dans des activités clandestines. Cela entraîna des problèmes judiciaires pour le reste de sa vie, et il ne put jamais retourner à New York. Revenons maintenant à New York. Entre mai 1950 et 1951, le gouvernement américain organisa les auditions de Kefauver, une série d'enquêtes sur le crime organisé à travers le pays. L'un des accusés dans ce procès était Frank Costello, qui entre 1952 et 1961 fit plusieurs séjours en prison. En 1957, Vito Genovese, qui détestait fortement le fait que Costello soit devenu le patron, estima qu'il était temps d'agir contre lui, obtenant l'aide de Carlo Gambino. Cette année-là, Genovese approcha Vincent Gigante et lui donna l'ordre d'éliminer Costello. Le 2 mai 1957, Costello retourna à son appartement près de Central Park après avoir dîné avec sa femme et des amis. Alors que son taxi s'arrêtait devant le bâtiment, il était discrètement suivi par une Cadillac noire. Gigante en sortit, s'approcha de Costello en criant « C'est pour toi, Frank !» puis tira 3 fois. Costello tituba dans le hall, s'effondrant sur un canapé, tandis que Gigante s'enfuyait, pensant que la mission était accomplie. Cependant, ce qu'il ignorait, c'est que Costello avait survécu. Lors du procès suivant, le portier de l'immeuble témoigna avoir vu Gigante tirer, et ce dernier fut arrêté. Mais comme Costello affirma ne pas se souvenir de son agresseur, il fut acquitté. Ironiquement, l'homme qu'il avait tenté de tuer lui sauva la vie en l'empêchant de passer la majeure partie de son existence derrière les barreaux. On l'aurait même entendu remercier Frank après son acquittement.
Costello comprit que cela suffisait et prit la décision de se retirer de la famille, permettant à Genovese de prendre le contrôle. Avec Luciano en Italie, il était impuissant face à ce changement de leadership. Puis, en octobre de cette même année, Genovese et Gambino orchestrèrent l'assassinat d'Albert Anastasia dans un salon de coiffure à Manhattan. Il fut spéculé que Vincent Gigante faisait partie des assassins. Avec la mort d'Anastasia, Gambino devint le nouveau patron de sa famille. Cependant, son ascension fut retardée par le désastre de la Réunion d'Appalachiens en 1957. La Réunion d'Appalachiens, organisée par Genovese pour discuter de l'état moderne de la mafia, fut prise d'assaut par la police, ce qui détruisit sa réputation et retarda l'ascension de Gambino. Bien que tous les participants aient été acquittés, Gambino craignait que le pouvoir croissant de Genovese ne provoque davantage de problèmes. En conséquence, Gambino, Costello, Tommy Lucchese et, selon certaines rumeurs, Luciano aurait piégé Genovese en l'impliquant dans un trafic d'héroïne, ce qui mena à son emprisonnement ainsi qu'à celle de Gigante. Genovese écopa de 15 ans et mourut d'une crise cardiaque après 10 ans de détention. Quant à Gigante, il fut libéré sur parole après 5 ans. Par la suite, Philippe Lombardo fut nommé à la tête de la famille, et la carrière de Gigante prit son envol à partir de ce moment-là. In the shadows I wander with a heavy heart. Darkness all around me, tearing me apart. But deep within this sorrow. Après sa sortie de prison en 1964, la carrière de Gigante commença à croître rapidement. Le soldat fut bientôt promu au poste de capitaine, dirigeant une équipe dans le Greenwich Village à Manhattan. Cette équipe avait été auparavant dirigée par Vito Genovese, et maintenant c'était Vincent Gigante qui la dirigeait. Il s'adonnait à des activités criminelles typiques de la mafia, telles que le jeu, l'extorsion et le racket, s'installant au Triangle Civic Social Club. En 1969, Gigante fut arrêté dans le New Jersey après avoir tenté de corrompre un policier d'Old Tappan. Cependant, lors de son procès, ses avocats réussirent à prouver que Gigante, pourtant en parfaite santé, était en fait mentalement inapte à subir un procès. C'était comme si une idée lumineuse lui était venue en tête. Il pouvait éviter les poursuites en simulant une maladie mentale. Après 1969, il suivit 20 traitements psychiatriques, affichant un comportement excentrique et instable. Son psychiatre, Eugène D'Adamo, affirma dans les années 70 que Gigante souffrait de schizophrénie et de troubles mentaux organiques. Comme par magie, le criminel autrefois parfaitement lucide devint soudainement gravement malade mental, et il se donna tous les moyens pour maintenir cette image. En plus des tests psychiatriques, chaque fois qu'il quittait la maison, il jouait le rôle à la perfection, avec la complicité de sa famille et de ses associés, tout bien conscient qu'il s'agissait d'une supercherie. Il se mit à arpenter les rues en robe de chambre et pantoufles, à parler seul et aux objets inanimés, aidé par sa famille, et à uriner dans la rue comme un vieil homme délirant. En 1981, il avait atteint un tel niveau dans la mafia que, lorsque Philippe Lombardo se retira de son poste de chef pour des raisons de santé, il le désigna comme successeur. Le faux chef, Alphonse Thierry, chargé de convaincre les autorités qu'il était le véritable patron, mourut cette même année et fut remplacé par Anthony Salerno, un associé impitoyable et multimillionnaire supervisant des trafics, générant des millions annuellement. Désormais à la tête de la famille, Gigante bâtit progressivement un réseau de rackets et de cercles de jeux clandestins, étendant également son influence sur les syndicats locaux, comme les Teamsters. Grâce à ces syndicats, il extorqua des millions de dollars, consolidant la famille Genovese comme l'un des plus puissants syndicats criminels de la ville. Mais le 16 décembre 1985, un événement majeur secoua le monde de la mafia à New York, changeant la donne pour de bon. L'assassinat de Paul Castellano a déclenché des recherches locales et fédérales afin de retrouver les assassins et connaître leurs motivations. Découvrir l'un ou l'autre est extrêmement difficile étant donné la confidentialité du crime organisé. Nous pourrions ne jamais connaître les raisons de cet assassinat. Ce soir-là, Paul Castellano, alors chef de la famille criminelle Gambino, arriva devant le Spark Steakhouse à Midtown East pour une réunion prévue avec Frank DiCicco, un associé de la famille et allié de John Gotti. Gotti, un gangster rebelle ayant un conflit personnel avec Castellano, avait organisé avec l'aide d'autres hommes, dont DiCicco, l'élimination de leur chef. Castellano et son chauffeur,
Thomas Pelotti, sous-chef de la famille, sortirent de la voiture lorsqu'un groupe d'hommes, vêtus de chapeaux russes et de manteaux blancs, s'approcha et les cribla de balles. Peu de temps après cet assassinat, John Gotti devint le nouveau chef de la famille et nomma DiCicco sous-chef. Par conséquent, Gigante, l'un des associés les plus proches de Castellano, fut immensément furieux et voulut la tête de Gotti. 4 mois plus tard, DiCicco monta dans son véhicule après une réunion avec James Fella, un loyaliste de Castellano. Pendant cette réunion, les soldats de la famille Lucchese, Victor Amuso et Anthony Casso, avaient placé un explosif télécommandé sur le véhicule, croyant que Gotti assisterait à la rencontre. Cependant, Gotti ne se présenta jamais, et ils confondirent un soldat de DiCicco avec le patron Gambino. Lorsque DiCicco et son soldat entrèrent dans la voiture, l'explosif fut déclenché, tuant les 2 hommes instantanément. Durant cette période, le gouvernement lança le procès de la Mafia Commission, qui vit des centaines de gangsters passer devant les tribunaux. En janvier 1987, dans le cadre de cette répression contre la mafia, Anthony Fat Salerno, alors âgé de 76 ans, fut condamné à une peine surprenante de 100 ans de prison, et les autorités étaient convaincues qu'elles avaient capturé le véritable patron de la famille. Cependant, Vincent Cafaro, bras droit de Salerno, se mit à collaborer avec le gouvernement durant ce procès et révéla que Salerno n'était en réalité qu'un chef de façade. Le véritable dirigeant de la famille génovaise était en fait Gigante, qui jouait depuis des années la carte de la maladie mentale pour échapper à la justice. Come my little coconut in my booty butt. How did it get there? I asked her so sincere. Pour le monde extérieur, Gigante était un homme mentalement instable, incapable de marcher dans la rue sans aide, errant en pyjama et marmonnant des paroles incohérentes. Mais pour ceux qui le connaissaient, il en allait tout autrement. Réservé et prudent, il échappait systématiquement aux tentatives d'écoute électronique. Parlant à voix basse, il sifflait souvent dans les combinés et évitait généralement les téléphones. À chaque sortie, il maintenait également sa résidence constamment occupée, empêchant ainsi les agents fédéraux d'y placer des mouchards en son absence. Dans son entourage, mentionner directement son nom était strictement interdit, tant lors des appels que des conversations ordinaires, et même les surnoms ou acronymes étaient proscrits. Pour évoquer Gigante, les membres de la famille devaient faire un geste spécifique, pointer leur menton ou dessiner un C avec leurs mains. En 1988, il subit une opération à cœur ouvert. Et 2 ans plus tard, il est inculpé avec des membres des 4 autres familles pour avoir participé à un complot de manipulation des appels d'offres criminels. Ce stratagème ne se limitait pas à la manipulation des appels d'offres. Il comprenait aussi l'extorsion auprès des entrepreneurs ayant reçu de gros paiements de l'autorité municipale du logement pour l'installation de fenêtres dans des bâtiments métropolitains. Gigante se présenta au procès vêtu de son éternel peignoir et de ses pantoufles, continuant ainsi de jouer son personnage excentrique. En 1991, Sammy the Bull Gravano, le sous-chef de la famille Gambino, se retourne contre son patron John Gotti en acceptant de témoigner pour le gouvernement fédéral. En conséquence, lorsque John Gotti est condamné en 1992, Gigante devient de facto le boss des boss de New York. Désormais, il est plus puissant que jamais, et aucun autre chef de famille ne pouvait rivaliser avec la force du boss des Génovaises, malgré ses comportements étranges et déconcertants. En juin 1993, Gigante est inculpé pour 6 meurtres mafieux et 3 complots d'assassinat, dont l'un visant John Gotti. Et en mars 1996, lors d'une audience de détermination de sa santé mentale, Sammy Gravano est amené à témoigner que Gigante était en réalité sain d'esprit et apte à être jugé. Pendant le procès, Gigante reste assis dans un fauteuil roulant, marmonnant des choses incohérentes, jouant l'ignorance totale face au témoignage. Cependant, les avocats présentent des preuves psychiatriques indiquant que, entre 1969 et 1995, il avait été interné dans des institutions mentales à plus de 28 reprises pour des épisodes de démence et des troubles mentaux. Mais la Cour, fatiguée de ce jeu, décide de ne plus se laisser tromper par ces simulacres, déterminée à le poursuivre malgré tout. En août 1996, la Cour statua finalement que Gigante, malgré sa comédie continue, n'était pas mentalement malade. Et en décembre, une nouvelle opération cardiaque repoussa le procès jusqu'au 25 juin de l'année suivante. Le 25 juillet, le jury rendit son verdict.
Il fut reconnu coupable de complot criminel pour commettre des meurtres, de diriger la famille genovese et de racket. Le 18 décembre, la sentence tomba. Gigante, alors âgé de 69 ans, fut condamné à 12 ans de prison et à une amende de 1,2 million de dollars. Mais même incarcéré, il continua de diriger la famille genovese par l'intermédiaire de ses associés qui géraient les opérations quotidiennes. En avril 2003, l'affaire prit un tournant inattendu. Vincent Gigante, lassé de jouer la comédie, se leva tranquillement au tribunal et avoua avoir feint la folie pour entraver la justice. Après avoir échangé quelques mots avec son fils et serré la main de son avocat, il fit un geste d'adieu à une salle d'audience abasourdie avant de retourner en prison. Bien que sa comédie de santé mentale ait été exposée, il accepta ce marché en partie pour épargner à ses proches toute peine de prison. L'accord garantissait que les membres de sa famille qu'il avait aidés dans cette tromperie, y compris son épouse et son frère, ne seraient pas incarcérés. Le 18 décembre 2005, Vincent Gigante, alors emprisonné, s'éteignit au centre médical pour prisonniers fédéraux de Springfield. Au final, bien que son acte de folie ait servi ses intérêts en justice et lui ait permis de diriger la famille pendant plus de 2 décennies, il n'a jamais eu l'occasion de profiter réellement de l'argent qu'il engrangeait. Il avait confié à ses associés qu'il aurait fait les choses différemment s'il avait pu recommencer. Mais désormais, cela n'avait plus d'importance. L'un des patrons les plus puissants, endurants et traditionnels de la famille genovese venait de s'éteindre, au terme d'une existence pour le moins singulière. Don't be worried, no need to be scared. We'll make sure that the lines ain't blurred. Après le décès de Gigante, la famille genovese dut restructurer son leadership, et le rôle de chef passa à Daniel Leo, un capitaine non officiel de la rue. Et en 2008, les Genoveses étaient redevenus stables et opérationnels. Cependant, en mars de cette année-là, Léo fut condamné à 5 ans de prison pour extorsion, tout en continuant secrètement à diriger la famille comme chef intérimaire. À ce moment, on estimait que les Genoveses comptaient environ 270 membres initiés et des centaines d'associés. Contrairement à leurs anciens ennemis, les Gambino, affaiblis par la direction de John Gotti, les Genoveses continuaient d'exercer leur contrôle sur New York, le New Jersey et la Floride. Aujourd'hui, la famille genovese est considérée comme la plus puissante organisation criminelle italo-américaine des États-Unis. Grâce au respect strict de leur code de silence, de nombreux membres ignorent littéralement les noms de leurs associés, capitaines et patrons. Vers le milieu des années 2010, les forces de l'ordre intensifièrent leurs efforts pour démanteler la famille. En 2016, Eugene Onofrio, un capitaine basé dans le quartier de Little Italy, fut accusé d'avoir joué un rôle central dans une vaste opération d'escroquerie de plusieurs milliards de dollars, coordonnant plusieurs syndicats criminels à travers le pays. En octobre 2017, une opération lancée l'année précédente a conduit à l'arrestation de 13 membres des familles genovese et Gambino pour leur rôle dans un réseau de jeux d'argent. Salvatore Di Meo, un homme de 76 ans, était identifié comme le chef de cette opération, et de nombreux accusés ont écopé de lourdes peines de prison. En janvier 2018, 5 autres gangsters, dont l'un des fils illégitimes de Vincent Gigante, furent également arrêtés pour racket, ce qui témoigne de la persistance de l'influence des Genoveses, malgré des décennies de répression judiciaire. En avril 2018, Ralph Santaniello, un capitaine par intérim de la famille genovese, a été condamné à 5 ans de prison pour l'extorsion d'une des plus grandes entreprises de récupération du Massachusetts. À mesure que les années 2010 s'achevaient et que la décennie 2020 débutait, les forces de l'ordre ont intensifié leurs opérations visant les Genoveses, affaiblissant progressivement le clan. Aujourd'hui, il est largement supposé que la famille n'a pas de chef officiel depuis le décès de Vincent Gigante, maintenant ainsi un fonctionnement interne plus discret pour se préserver des poursuites. Bien que la famille conserve une influence significative à New York, sa puissance n'atteint plus les sommets connus sous Vincent de Chin Gigante. Ce dernier demeure l'un des boss les plus énigmatiques, rusés et impitoyables de l'histoire de la mafia américaine, laissant un héritage difficile à surpasser. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.